Ils pensent tous être bien préparés, mais les plus expérimentés le savent. Rien n'est gagné d'avance. Ils affronteront les éléments de la nature et devront puiser au plus profond d'eux-mêmes pour se hisser sur le toit du Cameroun. The Mount Cameroon Race of Hope, Saturday, live on CRTV and CRTV Sports and Entertainment. CRTV, the heart of the nation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Des orientations pour l'année judiciaire 2021. Ce jeudi était jour de rentrée à la Cour suprême. Dans ce journal, les réquisitions du procureur général et la communication du premier président. Des infections de plus en plus récurrentes au Covid-19 chez les tout-petits. Le constat inquiète les autorités sanitaires qui préparent une riposte ciblée. Nous irons voir cela au centre Orca, ici à Yaoundé. Et puis, désillusions et déceptions profondes pour le Cameroun ce soir à la CAN des moins de 20 ans. Les Lionceaux sont éliminés en quart de finale par le Ghana. Moment fort du match à vivre en page des sports. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La Cour suprême du Cameroun fait sa rentrée 2021. L'audience solennelle consacrée à l'événement a eu lieu cette mi-journée du jeudi dans la salle d'apparat de la haute juridiction. Audience sous la conduite du premier président Daniel Sonnet Mekobe en présence de quelques invités triés sur le volet. Le reportage de Thérèse Yolande Dima. Crise sanitaire oblige, les mesures barrières pour freiner la propagation du coronavirus ont influencé le choix des invités à l'audience solennelle de rentrée de la Cour suprême présidée ce jeudi par Daniel Mekobe Sonnet, le premier président de la haute juridiction camerounaise. Dans la salle d'apparat, des invités triés sur le volet, dont certaines hautes personnalités de la République. L'audience s'ouvre par les réquisitions du procureur général. Luc Jodo mène sa réflexion sur l'impact de l'incivisme dans le développement des infractions émergentes. Écarts de comportement et autres attitudes désobligeantes sont érigés en modèle dans une société portant aux valeurs morales bien définies. Des dérives de divers ordres auxquelles s'ajoutent d'autres actes illégaux qui sont une menace dont le législateur doit davantage tenir compte en déployant un dispositif de lutte adéquat. Le premier président de la haute juridiction va quant à lui mettre l'accent sur la difficile exécution des décisions de justice au Cameroun. Pour Daniel Mekobe Sonnet, de nombreux obstacles bloquent ou retardent l'exécution des décisions de justice et discréditent ainsi l'image des institutions judiciaires. D'où l'urgence pour tous les acteurs de la chaîne d'instaurer un nouveau climat afin de sauvegarder et même de renforcer l'état de droit. L'exécution des décisions de justice devant devenir un impératif.
Ce moment de grande solennité pour la grande famille judiciaire était marqué par deux mouvements. D'abord, les réquisitions du procureur général près la Cour suprême. Luc Ndjodo s'est exprimé sur l'impact de l'incivisme dans le développement des infractions émergentes. Et puis, la communication du premier président Daniel Mekobe-Soné sur la difficile exécution des décisions de justice au Cameroun. Les messages forts de cette rentrée 2021 à la Cour suprême, c'est un reportage de Nicole Dodo. Le tableau délinquant se dessine. La montée en puissance des technologies de l'information et de la communication accentue les actes immoraux. Le citoyen piétine la règle. Ces dernières années, l'incivisme entendu comme le non-respect de la norme dans le service public de l'État et dans la vie quotidienne ne cesse de prendre de l'ampleur. L'année judiciaire 2021 au Cameroun veut pulvériser les écarts de comportement et opérer une conscientisation de tous sur l'impact de l'incivisme dans le développement des infractions émergentes. Partout dans le monde, des mesures sont prises pour épargner les peuples de la terreur à laquelle certains groupes recourent à des fins diverses. La sous-région Afrique centrale est régulièrement l'objet de troubles qui naissent des affrontements liés à des tentatives de conquête du pouvoir que certains groupes mènent dans leur pays. Il était aussi question ce jeudi d'indexer ces principaux goulots d'étranglement qui rendent difficile l'exécution des décisions de justice au Cameroun. Le premier président de la Cour suprême appelle l'attention de tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Il est donc impérieux que tous les acteurs de la chaîne d'exécution, magistrats, huissiers, avocats, autorités administratives, personnel de l'administration pénitentiaire, officiers de police judiciaire, instaurent un nouveau climat d'exécution des décisions de justice au Cameroun. Le Cameroun est un état de droit et il est question de tout mettre en œuvre pour que le contentieux de l'exécution ne s'enlise pas. Le gouvernement est également en grande concertation ce jeudi pour le conseil de cabinet du mois de février sur la table des travaux présidés par le Premier ministre chef du gouvernement, des dossiers sur la forêt et la faune, le développement local et la décentralisation, et puis le point sur cette deuxième vague du Covid-19 qui inquiète. Les ministres en charge de ces dossiers ont exposé sur l'état d'avancement de chacune de ces préoccupations gouvernementales. Reportage à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. À l'heure où les communes viennent de passer leur première année d'exercice après le scrutin du 9 février, le gouvernement met en avant la nécessaire maîtrise des plans communaux et régionaux de développement. Il s'est agi pour nous de montrer que la recherche de l'efficacité en termes de développement local passait par la maîtrise du processus de planification. Et pour cela, les plans que les collectivités mettent en place devaient s'arrimer au cadre général fixé par l'État. Identifié depuis 3 décennies comme un sous-secteur productif susceptible de soutenir les efforts de développement du Cameroun, le sous-secteur forêt et faune est devenu le 3e contributeur de l'économie nationale. Mais au-delà de ces performances, certaines réformes apparaissent comme nécessaires. Quel sera l'impact de l'interdiction des exportations de bois sous forme de grumes dès le 1er janvier 2022? Nous devons mettre en place un groupe de travail avec diverses administrations concernées pour pouvoir identifier les impacts, anticiper sur les mesures que nous pourrions prendre. Aussi préoccupante est la récurrence des conflits entre la faune et les hommes. Cela nécessite un réajustement. Parfois il manque la nourriture, parfois il manque de l'eau. Et donc les éléphants ou les lions, ils vont se mouvoir pour aller chercher là où ces conditions sont réunies. À la lecture des statistiques disponibles, les indicateurs de la pandémie de Covid-19 connaissent une dégradation inquiétante. Besoin de nous ressaisir, de respecter les mesures barrières et de participer tous ensemble, n'est-ce pas, à la sensibilisation, à la conscientisation des masses. La prise en charge des malades dans les centres spécialisés, un autre sujet de préoccupation. Comme le chef de l'État l'a dit, nous allions vers un médecin, on se fait prendre en charge, au lieu de prendre les potions traditionnelles à la maison, qui peuvent certainement peut-être nous aider, mais ça ne peut pas nous soigner. Compte tenu de ce qui précède, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngoté, recommande au ministre de la Santé publique de multiplier les campagnes de dépistage en vue d'une prise en charge précoce des malades, de s'assurer de la disponibilité des médicaments et autres équipements de prise en charge. Enfin, au ministre de la Communication de poursuivre les campagnes de sensibilisation des citoyens.
L'exposé du ministre de la Santé publique sur la situation épidémiologique au Cameroun a certainement retenu l'attention à ce conseil de cabinet. La deuxième vague de l'infection à coronavirus avance à grands pas et sujet de plus grande préoccupation encore, les enfants de 6 mois à 18 ans sont également de plus en plus atteints, comme ici au centre de prise en charge du Covid-19 à Mvongbi, Yaoundé, où nous retrouvons notre reporter Martine Noël-Ndengue. Le coronavirus sévit chez les tout-petits, une vingtaine hospitalisés à l'heure actuelle au centre spécialisé de prise en charge Ancien Orca à Yaoundé. Contrairement à ce qui est dans la croyance populaire, les enfants font bel et bien la maladie à coronavirus. Maintenant, ce qu'il y a à noter, c'est que les manifestations chez les enfants ne sont pas typiques de celles que nous retrouvons toujours chez les adultes. L'âge varie de 1 mois à 18 ans. Toutefois, les symptômes ici peuvent faire penser à d'autres maladies. Il y a la toux, il y a la difficulté respiratoire, il y a le nez qui coule, il y a le vomissement, la diarrhée, il y a la fièvre. Il y a une particularité chez les enfants qui se manifeste comme une sorte d'éruption cutanée. Le volet psychologique joue également un rôle très important dans la prise en charge de ces patients un peu plus fragiles. Le système d'hospitalisation n'est pas le même. Parce qu'ici, l'enfant n'a pas son parent, n'a pas de garde malade, donc c'est assez compliqué. Le suivi, généralement, est à ces deux niveaux parce qu'il faut tout le temps appeler le parent, rassurer le parent, mais aussi être toujours au chevet de l'enfant. Les enfants ne sont pas exempts du Covid-19. Ils sont autant exposés que les adultes, encore plus en cette période où l'on observe un rebond de la maladie à coronavirus. Le coronavirus qui impacte décidément tout, ce communiqué de presse du ministère de la Défense le confirme. Il est écrit eu égard aux contraintes et restrictions charriées par la prévention de la pandémie du coronavirus. Le chef de l'État, chef des forces armées, a habilité le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense à organiser exceptionnellement en format militaire réduit une prise d'armes à l'effet de remettre des épaulettes aux élèves officiers d'active de la 38e promotion de l'école militaire interarmée l'EMIA, arrivée en fin de formation sous le nom de baptême promotion paix et unité. Cette cérémonie sera immédiatement suivie de leur déploiement à des emplois correspondant à leur grade. La cérémonie se tient le vendredi 26 février 2021. C'est demain à partir de 11h au campus de l'EMIA sous la présidence du général de corps d'armée, chef d'état-major des armées et dans le rigoureux respect des mesures anti-Covid. Il s'y est de souligner que l'absence conjoncturelle du chef de l'État et des grands corps constitués à cette cérémonie ne signifie nullement une rupture avec la solennité habituelle des cérémonies de triomphe des élèves officiers d'active arrivés en fin de formation à l'EMIA. Le chef de l'État, chef des forces armées, honorera à nouveau cette tradition bien établie une fois que les conditions sanitaires du pays le permettront. Enfin, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense signale que la promotion à l'honneur le vendredi 26 février 2021 est composée d'élèves officiers issus de 6 pays, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Conakry et la République centrafricaine. C'est un communiqué de presse signé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betia-Somon. Ouvrons à présent le dossier du 20h30. Nous allons en zone forestière dans le sud profond où la saison sèche marque généralement le temps pour les agriculteurs de brûler leurs champs défrichés pour préparer les semis. Seulement, voilà, ces feux ne sont pas toujours maîtrisables. Le dossier du 20h30 fait donc escale ce soir à Ebolova où des quartiers et des plantations de cacaoyers, par exemple, sont menacés. La base de la société EDC a même été partiellement dévorée par les flammes. Voici le récit de Charles Abesoloba. Dans la nuit noire, les flammes en furie dévorent tout sur leur passage.
Ici, les feux de brousse donnent des sueurs froides en cette saison sèche. L'une des victimes de cette série d'incendies, la voici, Newbel 3, au pied du mont Ebolova. Dans ce quartier, classé zone à risque depuis des années, mais toujours habité, le pire est passé à quelques mètres seulement. Le vent entraînait le feu, c'était un vent violent, ça a pris tout le rocher. Moi, j'ai fait plus de 2 heures de temps. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'avais peur. Autre lieu sinistré, la base d'essai de Metikbale à la sortie sud de la ville. Pas de perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels. Les populations rurales ne sont pas épargnées. Ces derniers jours, les feux de brousse ont ravagé plusieurs champs de cacao dans l'arrière-pays. Dans les localités comme Mengon, Milami, Zibi, Biwomboulou, plus de 50 hectares complètement réduits en cendres. Le travail de toute une vie embrasé dans les flammes de l'insouciance, malgré les multiples appels à la prudence des autorités locales. Face à l'ampleur de ces flammes ravageuses à Ebolova et autour de la ville, une enquête a été ouverte par les autorités locales sur l'origine précise de cet incendie à EDC. Des mesures d'urgence ont par ailleurs été prises pour stopper les dégâts, précisément l'interdiction formelle d'allumer des feux, même pour préparer les champs pour les semis. Nous faisons le point avec Charles Lebon-Noesso à Ebolova. La résurgence des flammes ravageuses à Ebolova met tout le monde en alerte. Les enquêtes sont ouvertes afin de déterminer l'origine et les dégâts causés par ces feux qui laissent songeurs. Des solutions durables sont envisagées pour éviter que la ville d'Ebolova ne se transforme en brasier géant. C'est de sensibiliser davantage les populations, d'éviter toute opération, n'est-ce pas, qui peut engendrer un feu autour de la ville et se rassurer que lorsqu'on allume ce feu-là, qu'on le maîtrise parfaitement. Des mesures d'urgence sont prises, dont l'interdiction d'allumer les feux de brousse sur l'étendue du département de l'Ambila. On reste toujours en alerte. À chaque fois, on doit attendre le coup de fil. Dès que ça arrive, on se rend sur les lieux. Il n'y a pas un seul jour qu'on va dire que non, les sapeurs ne sont pas d'alerte. Seuls les résultats des investigations pourront permettre de faire la lumière sur la provenance de ces feux mystérieux. En attendant, les populations sont appelées à rester vigilantes et à dénoncer tout comportement suspect. L'autre actualité en relation avec la protection de ces écosystèmes dans la région du Sud, nous parlons de l'évaluation du programme d'aménagement et de développement intégré de la boucle minière du Dja et de la zone frontalière adjacente. Les 11e et 12e sessions du comité d'orientation et de supervision de ce programme se déroulent simultanément cette fin de semaine ici à Yaoundé. Le comité passe notamment en revue les réalisations du PADI-Dja en 2020 et il fixe les axes prioritaires pour cette année 2021. Franck Evina pour le point des travaux. Le PADI-Dja, programme de développement intégré de la boucle minière du Dja et de la zone frontalière adjacente, couvre 11 communes, dont 5 dans le département du Dja-et-Lobo, région du Sud, et 6 dans le Oignon, région de l'Est. Nous sommes déjà à 3 ans de déploiement opérationnel sur le terrain. Maintenant, le sous-programme 2, en ce qui concerne la réhabilitation des tronçons routiers qui doivent assurer la connectivité entre les communes de notre programme, est en cours. Avec un budget de plus de 3 milliards de francs CFA en 2021, le programme va ratisser l'âge tout en poursuivant les projets en cours. En bonne place, la construction des fermes sémencières à Meyoumesala et Messamena, l'entretien des tronçons Bi, Mitom et Mesok Nemion 3 Ngoïla. Dans sa composante coopération et appui institutionnel, le PADI-Dja va aussi intensifier son action auprès des collectivités territoriales décentralisées. Il y a par exemple la mise en place des CEVEC, les coopératives d'épargne et de crédit au niveau des villages. Il y a aussi l'appui conseil au niveau des communes elles-mêmes par des dotations en matériel informatique. Des projections ambitieuses pour désenclaver la boucle minière du Dja et ses environs en attendant l'exploitation du gisement de fer de Mbalam et des autres bassins miniers identifiés dans la zone.
Nous allons à présent dans le sud-ouest. Là-bas, ce jeudi était jour de fête pour l'église catholique à Buea. Monseigneur Michael Bibi prenait officiellement possession de sa charge épiscopale au cours d'une cérémonie d'intronisation à laquelle a pris part le ministre Paul Elongche. Il est le secrétaire général adjoint à la présidence de la République et il y assistait en qualité de représentant personnel du chef de l'État. Le reportage à Buea, Gilles-Claude Mbong-Etoundi. Maintenir allumée la flamme de la paix au sein du diocèse de Buea, le nouveau berger prend son bâton de pèlerin et le Saint-Esprit le guide. Wow, comment on va continuer à augmenter notre vie spirituelle, notre vie pastorale et de construire des églises et des presbytères pour qu'on puisse avoir un environnement préférable pour adorer Dieu. Des chants, des danses et des prières, le peuple exulte en présence du ministre Paul Elongche, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, et de Bernard Okaliabilai, gouverneur du Sud-Ouest. Monseigneur Julio Mourat, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, présidait la célébration épiscopale. Il appelle à accompagner le nouvel évêque dans sa mission de paix et d'éveil de la foi. 50 ans et originaire du Ngoketunja dans le nord-ouest, Monseigneur Michael Bibi a été jusqu'au 5 janvier 2021 administrateur apostolique dans le même diocèse. Le Seigneur donne son fils au peuple et le peuple l'accueille avec joie. Le soutien de la diaspora centrafricaine aux forces de défense et de sécurité en but aux violences post-électorales en RCA. L'importante cargaison de denrées alimentaires était réceptionnée lundi ici à Yaoundé par l'ambassadeur de RCA, son Excellence Arnaud Djoubaï. Le reportage de William Badier. Animée d'un élan patriotique, la communauté centrafricaine vivant au Cameroun s'élève comme un seul homme pour apporter un soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité, engagées à mettre hors d'état de nuire les différents groupes rebelles qui mettent à mal la paix et la stabilité des institutions en République centrafricaine. Il s'agit d'un élan patriotique. Patriotique parce qu'il s'agit des compatriotes qui ont pris l'initiative de pouvoir soutenir les forces de défense et de sécurité qui sont en train de bouter hors du territoire les criminels, les terroristes qui écument notre territoire. Les dons collectés sont constitués de denrées alimentaires et des produits de première nécessité pour ces soldats. L'initiative est de leur compatriote vivant au Cameroun, M. Yvon Sana, qui a réussi l'exploit de faire passer le message et de mobiliser les ressources humaines pour la cause. Un geste salué ici par la chargée d'affaires à l'ambassade de la République centrafricaine, son Excellence Jeannette Marcel Gochanga, et le représentant du gouvernement centrafricain, son Excellence Arnaud Djoubaï Abazene, ministre des Transports et de l'Aviation civile. Ce geste patriotique va se poursuivre avec la remise des dons aux veuves et aux orphelins des soldats centrafricains tombés sur le théâtre des opérations de maintien de la paix. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Ce soir, le point sur la riposte nationale contre le coronavirus s'intéresse au vaccin parce que l'acquisition de ces doses du vaccin anti-Covid-19 par le Cameroun se précise. Les autorités sanitaires, dit-on, sont à pied d'œuvre. Allons donc voir où en sont ces démarches et comment vont s'opérer ces vaccinations avec l'éclairage d'Évariste Yenga et son invité. Ils nous attendent déjà au centre des opérations des urgences de santé publique, ici à Messa Yaoundé. Bonsoir Évariste.
La question du vaccin avait déjà été évoquée le 31 décembre 2020 dernier, lorsque le ministre de la Santé publique réagissait au discours du président de la République, discours de clôture d'année. Et il y a quelques jours encore, le chef du département de la santé au Cameroun a reçu en audience l'ambassadeur de France au Cameroun pour préciser que le train pour une éventuelle disponibilité du vaccin est décidément en marche. Où en est-on question ce soir à une voix autorisée, le docteur Aristide Stéphane Abba. Abba, docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous êtes chef section opération dans la riposte nationale anti-Covid-19. Le vaccin, qu'est-ce qui est entrepris en ce moment pour qu'il soit disponible au Cameroun? En réalité, Évariste, le Cameroun, le gouvernement, le ministère de la Santé a déjà validé sa stratégie d'acquisition et de déploiement des vaccins sur le terrain. Ce qui manque, effectivement, c'est le choix du vaccin en lui-même et sa mise à disposition à notre niveau. Alors, pour que d'autres comprennent bien plus simplement, où en est-on le vaccin? On l'a déjà acquis? Il est déjà au Cameroun? On a déjà planifié le... Très bonne question. Le Cameroun fait partie d'un mécanisme global, COVAX, que l'Organisation mondiale de la santé et l'Alliance pour l'immunisation globale, Gavi, a mis en place pour l'acquisition des vaccins. Le but est pouvoir, vous savez, il y a une grande pression internationale pour l'acquisition des vaccins, dont le but était de mettre tous les pays africains ensemble pour acquérir des doses de vaccins pour pouvoir vacciner la population. Avant la fin de l'année 2021, on espère avoir 600 millions de doses de vaccins pour l'Afrique qui vont nous permettre de commencer déjà la première étape. Merci à vous, docteur Aristide Stéphane Abba. 600 millions de doses pour l'Afrique. Le Cameroun aura donc sa part de vaccins dans cette masse qui est donc destinée au continent noir pour essayer cette fois-ci de prévenir par d'autres moyens autres que les masques le coronavirus Covid-19. C'est entendu, Évariste. Merci à votre invité. Parlons à présent de cette toute première tournée du préfet de l'Océan dans sa circonscription administrative. La visite de terrain entamée depuis quelques jours maintenant a conduit l'autorité administrative successivement à Mvengue, à Bikoka avant l'étape de Lolodorf. Principale préoccupation, éradiquer les poches du banditisme et du trafic des stupéfiants. À Lolodorf, retrouvons Joaligor Abanda. C'est un chapelet de doléances adressé au préfet de l'Océan par les populations de Lolodorf, avec à la clé des promesses pour les rassurer. Le préfet de l'Océan permet ainsi aux habitants de Lolodorf de poser les problèmes qu'ils vivent au quotidien. Tous les sujets sont passés au peigne fin, résoudre le problème des coupures intempestives de l'électricité, résorber le manque d'enseignants dans les écoles et lutter contre le sous-emploi. L'autre préoccupation, c'est le problème d'électricité, le problème de la... Nous appelons la haute hiérarchie de se pencher sur ce problème qui est important pour le développement de la localité. Je voudrais citer les élites et surtout inviter les jeunes de l'arrondissement de Lolodorf à pouvoir prendre conseil et surtout suivre les pas de ces élites qui sont en train d'investir dans le monde rural. Les populations de Lolodorf et des environs bénéficient déjà des travaux de l'axe routier Lolodorf-Kribi-Lolodorf. Le préfet de l'Océan nommé à ce poste par le président de la République, Paul Biya, en décembre 2020, compte alors éradiquer les fléaux qui minent la ville de Lolodorf en particulier et l'Océan en général. Elle ajoute une autre corde à son arc. Notre collègue journaliste Rachel Malongo vient de publier son premier roman. L'ouvrage de 100 pages titré L'ambitieuse était présenté ce jeudi au grand public. Un apéro littéraire très couru que raconte ici Laurence Okalia. C'est l'histoire d'une jeune dame souhaitant dompter le monde. Séduction physique et mystique, son vice lui fait perdre ses dessous et prend le dessus sur ses valeurs. C'est elle, Rachel Malongo, qui a fait naître le personnage Ferrari pour dénoncer l'état de la société contemporaine. La quête de la croissance, la quête de l'élévation sociale va se faire simplement sur la base de, vendre un organe, vendre un individu, procéder à toutes sortes de sacrifices. Je crois que c'est en réalité un message extrêmement puissant aussi qu'elle porte à notre société pour encourager les uns et les autres
à la logique du mérite, au culte de l'effort. Après avoir imposé sa plume dans le journalisme, Rachel Malongor écrit une toute autre histoire de sa carrière. Ce premier roman est le premier d'une bibliothèque à venir. Et j'ai eu cette chance-là de passer de l'écriture journalistique qui est scientifique et technique à une écriture un peu plus inspirée qui relève parfois du divin. C'est une belle expérience. Voilà donc un nouveau chapitre d'une belle histoire pour conquérir l'univers littéraire. Bon vent à l'écrivaine. Avant la page des sports, je signale ces deux télégrammes officiels de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressés pour le premier à son Excellence Mohamed Bazoum, le président élu de la République du Niger, suite à son élection à la magistrature suprême de ce pays ami. Le deuxième courrier présidentiel de félicitations est adressé à Sa Majesté Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, l'émir du Koweït, pour la célébration de la fête nationale de l'Émirat ce 25 février. Les sports et cette grosse désillusion pour les Lionceaux en quart de finale, battus et éliminés au quart de finale donc de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le Cameroun était éliminé il y a moins d'une heure, à peine une heure maintenant, par le Ghana au tir au but. Un but partout à l'issue des prolongations et puis c'était le drame à ces tirs au but, 4 tirs à 2 à la fin du match. Robert Badjek refait ce match de la déception. Sa respiration, Prince Mia, et c'est arrêté! Et c'est arrêté, le Ghana qui va au bout avec cette séance de tir au but, c'est arrêté. Comme lors des finales 1993 et 2009, le Cameroun s'incline devant le Ghana, mais cette fois en quart de finale de la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Un résultat qui contraste avec la physionomie de la partie qui a été dominée par les Lionceaux. Dès les premières minutes, les poulains de Christophe Ousmano assiègent le camp ghanéen, mais jouent de maladresse quand ils ne se heurtent pas à la muraille des Black Satellites. De part et d'autre, on se crée des occasions de but, mais le score reste inchangé au terme des 90 minutes réglementaires. À la 102e minute, quand Mila reprend parfaitement un corner d'Etienne Eto'o, les Lionceaux pensent tenir la qualification, mais non, ils n'auront pas le temps de digérer cette euphorie que Boitin remet les deux équipes à égalité. Le Ghana file droit en demi-finale après l'épreuve des tirs au but remportés 4 tirs à 2. Ils croiseront la route soit de la République centrafricaine, soit de la Gambie. Football encore et la fin de longs mois d'hibernation. La Ligue 1 reprend droit de cité dès ce prochain samedi avec la rencontre FC Yaoundé 2 contre PWD de Bamenda. Ce sera au stade Omnisport de Yaoundé. Pendant ce temps, canon sportif de Yaoundé, FESAMU, le Pakoum, vient de se doter de nouvelles installations pour préparer cette saison. Le récit de Germaine Ouellet-Sengue sur ces actualités. Voici le nouveau siège du canon sportif de Yaoundé. L'imposant bâtiment est situé tout juste derrière le stade malien d'Anguissa, lieu d'entraînement du club mythique. Salle des vidéoconférences, bureau du staff technique, salle de musculation et services administratifs affiche fière allure. Très peu de clubs ou de dirigeants peuvent penser et mettre à disposition tout cet arsenal-là. Lors du rituel d'installation de l'équipe dirigeante, le nouveau PCA a prescrit performance. Sans résultat, tout ce que nous faisons est vain. Nous attendons que ces résultats s'obtiennent, se recherchent dans un climat de discipline. Les gestionnaires s'engagent à satisfaire aux besoins des joueurs. C'est son métier, il est footballeur, il vit de ça et il doit vivre de ça. Un sponsor est déjà enrôlé pendant qu'un équipementier est dans le pipe. Le club ne biaise pas sur ses ambitions. Nous rêvons de soulever à nouveau le trophée de la Coupe du Cameroun après des décennies. On espère que la machine de Nkondongo va recommencer à tourner fort au grand plaisir des nostalgiques. Pourvu que ces belles ambitions apportent donc la coupe au Pakoum.
Voilà qui met un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Irène Janafouda et de Augusta Ngononga. Un autre journal pour vous, ce sera à minuit avec Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez après ce journal le documentaire Discovery. Et pour les éditions du 20h30 du week-end, dès demain, vous serez en compagnie de Karine Olive Yabit. D'avance, nous vous souhaitons un très bon week-end et à lundi, 20h30 au journal. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.